et sans regret. Alors que Non. quand on regarde dans la carte d'identité, dans le rétroviseur, euh, je crois que sous ta direction, ton équipe a gagné 533 matchs, c'est ça? Je sais pas, j'ai vu ça Ouais, quelque quelque chose. part. Ouais, quelque Un chose truc comme dans le ça. genre, c'est Ouais, pas mal, ouais, non? C'est ouais, quand même c'est bien. Et ouais. alors, comment tu raconterais justement ta carrière de coach? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas? Est-ce que ça a été une progression continue? Comment Ouais. tu qualifierais ça sportivement? Eh mon Dieu, c'est une belle question. Ben, ça a été bien évidemment une belle carrière parce que c- c'est un domaine qui demande tellement. Tu sais, quand on fait des conférences ou quand on suit des conférences, tu sais, les gens nous disent, ben, tant qu'à faire de quoi dans la vie, fais quelque chose que t'aimes avant tout. Tu sais. Puis je pense que le volleyball m'a permis de faire quelque chose que j'aimais parce que j'y ai resté pendant 35 ans comme entraîneur, tu sais, avec Limoilou puis l'Université Laval, c'est pas rien, sans jamais avoir arrêté. Et puis, j'ai évolué aussi à d'autres niveaux avec l'équipe nationale, avec les jeunes, les équipes qui vont aux Jeux du Québec, avec les équipes du Québec pour aller aux Jeux du Canada. Fait que j'ai touché un petit peu à plusieurs catégories, plusieurs niveaux. Mais c'est sûr qu'il y a eu des bas, là, tu sais, des bas professionnels dans cette période justement où bon, on gagnait pas nécessairement très bien notre vie, on s'investissait beaucoup, on côtoyait le milieu universitaire qui, lui, est quand même bien nanti, hein, les enseignants au niveau universitaire ont des bonnes conditions, les professionnels aussi, puis nous, bon, on était laissés un peu pour compte alors que on avait quand même l'image de l'université tous les week-ends, là, tu sais, à la TV, quand on passait dans les journaux ou encore dans les journaux, quand on était suivi par les médias, et bien évidemment, lors de grands championnats qui avaient lieu soit à la maison ou à l'extérieur, là, tu sais, puis ça a été des périodes professionnelles de remise en question qui ont été difficiles, tu sais, sur le statut qu'on nous accordait et les conditions qu'on avait, là, tu sais. Puis après ça, ben, je te dirais, les passages à vide de périodes où on gagne pas. Tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que je l'ai gagné, la médaille d'or. Puis en plus, tu sais, le rêve, tantôt je parlais d'étoiles inaccessibles, mais celle-là, par contre, je l'ai eu, tu sais, de remporter comme entraîneur le championnat national à la maison devant Je suis trois très quatre mille heureux fans dans du pas de limite. cheminement de tous les athlètes qui passent par notre programme en volleyball depuis tant d'années. Tu sais, la conquête de l'excellence, c'est ça. Il n'y a pas de fin, c'est en avant. Puis à toutes les fois qu'on y croit, à toutes les fois qu'on travaille pour l'atteindre, même si on ne se rend pas, on met une brique, on s'accote dessus, puis on va un petit peu plus loin. Et puis, je tiens à lever mon chapeau à tous les anciens. Moi, je le partage avec mon équipe parce que c'est une équipe extraordinaire. C'est eux qui l'ont fait, mais je peux pas oublier tous ceux qui ont passé avant. C'est un grand mariage là, de remporter le titre national que tu cours après depuis 19 ans, Ouais. chez vous en plus. C'est un privilège incroyable. Un peu comme, tu sais, pour nous, à notre niveau, tu sais, quand la France a gagné au foot la Coupe du Monde en 98, Ouais, ça a été incroyable comme retombée humaine, ouais. économique, promotion, solidarité, tu sais, ça a Ah, été tiens, justement, sur le plan ouais, humain, raconte-moi comment, indépendamment, tu vois, bon, évidemment, tu as 4 000 personnes qui applaudissent, qui hurlent, etc. Bon, allez, ouais, ça gagne. Comment on vit ça après avec l'équipe, entre les copains? Alors bon, on se fait des ouais, bisous, on se serre fort dans les ouais, bras, mais ouais. comment partager quelque chose d'aussi fort? Est-ce que ça se partage et est-ce qu'il n'y a pas un baby blues après, comme on dit, tu vois? Ouais, ouais, sûrement. Ben, je te dirais, les athlètes s'éclatent quand même pas mal. C'est sûr que tous les championnats collégiales, universitaires, quand on gagne des championnats, il y a des parties, puis à un moment donné, ils oublient le party probablement un peu, là, tu sais, comme bon, tout événement. Comme entraîneur, il y a toujours ce souci de responsabilité. Alors, je te dirais qu'honnêtement, tous les championnats que j'ai remportés comme entraîneur, je me suis jamais beaucoup éclaté.
Non. Parce que, non, ben, quand j'ai éclaté dans le sens que, tu sais, prendre un coup, là, tu sais, puis Oui. partir en folie, là, jamais, jamais. J'ai toujours eu cette responsabilité de mère poule de dire, ben, il faut que je surveille le phare si jamais il y a un joueur qui se blesse, il arrive un incident, il y a une bataille, n'importe quoi, ça peut arriver, des débordements, tu sais, quand il y a un party, il y a un Oui. party, là. Bon. Mais en même temps, je ne peux pas déprécier le sentiment qui nous habite du devoir accompli. Mm. Écoute, c'est vraiment ça. Écoute, c'est vraiment ça. Tu sais. Je me souviens avec Gino en 2013, on avait été dans un pub qui n'est pas tellement loin de l'université. On dormait encore à l'hôtel. On avait réservé, tu vois, la chambre d'hôtel ce soir-là pour être sûr que les joueurs prennent pas leur voiture. Tu sais. Que s'ils Mm. veulent fêter, ils peuvent revenir du pub à pied puis aller se coucher à l'hôtel, puis il n'y a pas de souci. Tu sais. Mm. Fait que nous, on était au pub resto, puis on s'était acheté une bonne bouteille de vin quand même, là. Et puis, on regardait les joueurs, comment est-ce qu'ils étaient heureux. Puis nous, on était. Puis tout le monde vient te voir, tout le monde te félicite, puis tout le monde te dit que t'es la meilleure équipe, puis qu'on a été exceptionnel, puis qu'on a les meilleurs joueurs, puis qu'on a fait un travail extraordinaire. Tu sais, je veux dire, tout ce qu'on a d'irritant comme grande gueule qui en demande toujours plus, puis qui n'a jamais assez, tout d'un Mm. coup, ce moment-là est totalement inhibé. On devient. Mm. Finalement, je te dirais que pour un soir, j'étais un peu Marv Dunphy, là. Tu comprends-tu? J'étais un peu l'inaccessible étoile qui a fait le boulot, tu sais, avec Oui. mes adjoints, bien évidemment, là, tu sais. Ouais. Ça, c'est Ça me vraiment rassure. un beau sentiment. Un beau sentiment, mais tu as parlé de devoir accompli, ce qui me rassure un peu parce que moi, je me suis demandé, quand on a une carrière comme la tienne, et peut-être même comme celle de certains de tes joueurs, parce que tu Oui, n'aurais pas fait la carrière que tu as fait si tu n'avais pas eu tous les joueurs que tu as eu avec toi, hein. Et absolument. j'imagine quand même, Ouais. c'est un échange de bons procédés. Mais moi, je me suis dit, quand on a une carrière comme ça, est-ce qu'à un moment donné, on n'attrape pas la grosse tête? Alors, tu parles de l'inaccessible étoile, mais non, mais pardon, Oui, mais je non, suis parce que je pense qu'il y a certainement des gens qui se sont posés cette question-là. Oui, oui. Puis même, tu vois, mes meilleurs amis me l'ont dit. C'est d'ailleurs Ouais. pour Ah ça bah tiens, ah ouais, bah ils m'ont d'ailleurs, pas appelé, hein, je suis pas au courant. non, non, mais des copines à un moment donné qui m'ont ramené à l'ordre, là, mes meilleurs Ouais, amis. Parce que oui, c'est vrai. Je pense que comme un athlète, tu sais, on passe par là. Puis en plus, j'étais jeune. Tu sais, quand j'ai gagné en 94, j'étais un jeune entraîneur. Oui, on fait la grosse tête un peu. Puis on se permet des audaces de faire chier un peu probablement nos boss, tu sais, en demandant un petit peu plus. Puis, mais en même temps, puis je ne veux pas me justifier, mais en plus, tu sais, c'est vrai qu'on l'a vécu beaucoup dans la pandémie. Parce que je vais t'amener sur quelque chose, c'est que dans la pandémie, tu sais, on a vu dans bien des domaines, donc dans le domaine politique, dans le domaine médical, et puis mmh, moi, je le vois dans le sport aussi, des fois dans le coaching, là, tu sais, des gens qui s'improvisent tout d'un coup. Tu sais, moi, j'ai il y a plein des de gens, que je. improvisateurs. Ben oui, des experts médecins, moi j'en connais plein qui n'ont jamais fait une piqûre de leur vie, Non, puis, puis des spécialistes pour gérer des nations qui vivent une crise comme le COVID, j'en vois, puis j'en connais plein là, que je vois sur Facebook. Là. Puis dans le sport aussi, des fois, tu sais. mmh, Puis j'aime beaucoup l'expression américaine, puis elle m'est revenue beaucoup pendant le COVID, pour faire du pouce avec ce que tu disais tantôt là, sur la grosse tête, c'est been there, done that. mmh, C'est l'expression tu sais, de ceux qui, ils mmh, sont passés par là, ils savent de quoi. Tu sais, moi, quand j'ai un médecin qui me parle d'une gestion de crise lors de la crise d'Ebola en Afrique, mmh, j'ai tendance à l'écouter. mmh, Comme quand je prends le téléphone rouge, puis j'appelais Marv Dunphy, puis je vais faire rire Gino, mon adjoint, parce que
quand on avait des problèmes avec l'équipe à un moment donné, puis qu'on savait plus quoi faire, on disait, je pense que là, on est rendu au téléphone rouge. Puis là, on faisait un appel en Californie, puis on dit, Marv, what can we do? Puis il nous disait, well, you know, Pascal, you get what you tolerate. Je me rappelle cette phrase-là. C'est Je l'ai vrai? pris Ça pour l'avait dit. moi. Ouais. 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 Fait que tu sais, been there, done that, c'est un petit peu ça aussi. Tu sais, on est des spécialistes, les entraîneurs du sport. On est dans le gymnase constamment. Puis aujourd'hui, je tiens à leur rendre hommage, tous ceux qui en ont fait une profession, parce que c'est difficile. On n'est pas toujours reconnu à juste valeur. Et puis, comme je dis souvent, tu sais, on fait pas juste déboucher des toilettes, là. Tu sais, on est des éducateurs avant tout. Tu vois? Puis on est à la base du développement de la jeunesse dans notre société. Encore, en tout cas, tout particulièrement au Québec dans le domaine étudiant, parce qu'on œuvre dans le milieu étudiant en plus. De l'âge de 12-13 ans, ils commencent à faire du sport, puis on les suit jusqu'au niveau universitaire, tu sais. Alors, je pense que, tu sais, des fois, je pense qu'il faut écouter aussi les entraîneurs. De nous ramener à l'ordre aussi. Écoute, j'ai été ramené à l'ordre plusieurs fois, là. C'est correct. Maintenant, bon. C'est comme ça. Mais je le dis comme ça, comme si c'était rien, mais mettons que j'ai grincé des dents souvent. Ceux qui me connaissent, ils vont dire, ouais, ça n'a pas été simple tout le temps. Ça n'a pas été simple tout le temps. Mais c'est comme ça. Je vais revenir aussi là-dessus. Parle-moi des joueurs, parce que tu as dû en connaître quand même un paquet sur la durée de ta carrière, parce que ça doit tourner quand même un peu au fil des années. Absolument, ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, eux? Parce que toi, tu étais là pour leur apprendre, pour les mener à la victoire, mais forcément, eux t'ont appris aussi des choses. Ouais. Alors, quoi? Ils m'ont appris sur moi. Vas-y. Ouais. Par exemple? Ils m'ont, de par leur, ils m'ont mis au défi constamment. Dans le sens que l'excellence, hein, c'est pas juste de faire comment on va faire le prochain point là, pendant le match, mais comment est-ce qu'on va faire le prochain championnat aussi dans une année. Là, fait qu'ils m'ont mis au défi parce que on a toujours eu la philosophie de vouloir remporter des championnats nationaux. Peu importe les années plus dures, où on avait peut-être un petit peu moins de talent, ou plus de blessures, ou peu importe, on visait quand même de gagner des championnats, d'aller le plus loin possible. Fait qu'ils m'ont mis au défi. Ils ont su développer ma créativité. Parce que je pense que dans notre contexte à nous, dans notre réalité, avec les moyens qu'on a qui sont super, mais c'est sûr qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il y a plus de moyens, bien évidemment. Il y a toujours plus ailleurs de toute façon. Mais ça fait appel à ma créativité comme entraîneur, pour motiver mes athlètes, pour inventer des nouveaux systèmes de jeu, des nouvelles façons de s'entraîner. À ce niveau-là, je me donne une étoile, je suis assez content de moi. Mon côté artistique m'a beaucoup aidé dans cet aspect-là, créatif. Mais ils m'ont, tu me disais qu'est-ce qu'ils m'ont appris, mais ils m'ont appris mes travers aussi. Là. OK, alors vas-y, fais ton acte de confection. Mon acte de confection! Non! Le pire, c'est que je savais que tu allais m'amener là. Ben, forcément. Mais mon intolérance, mon intolérance, qui est un mariage d'excès dans le dépassement de soi, dans l'excellence, tu vois. On flirte toujours un peu avec l'harmonie, comme quand on gagne, on est dans l'harmonie, on atteint notre bulle, là, puis le doute où on est en confrontation constamment parce qu'on perd, parce qu'on est en conflit, parce qu'on réussit pas, on est toujours là-dedans, tu sais. Puis moi, If you know the words, please sing along to Oh Canada. Est-ce qu'on comptez pas sur moi pour vous donner des excuses? On a traversé l'océan pour venir jouer ici. On joue contre une super équipe, on en profite pas. Mais Chris, mettez-vous avec ça, jouez la game.
night skies finish last. You're running out of gas. Your sympathy will get you left behind. Pressure cooker, bang my brain and tell me I'm insane. I never knew you're such a funny guy. All night skies finish last. When you are that gap, you might break your spine. Puis moi, ben, qui est une personne, tu sais, intense, assoiffé et affamé de victoire et de championnat, parce que je suis un compétiteur de nature, tu sais. Tantôt, je disais que j'étais un éducateur, puis je pense que je le suis, puis j'enseigne encore à l'université. Puis je t'ai vu, hier, j'étais avec des jeunes de 14-15 ans dans le gymnase, je remplaçais comme entraîneur pour les espoirs, tu sais. Fait que je suis encore un éducateur dans l'âme, ça. Mais je suis un compétiteur aussi. Moi, j'aime ça gagner. Ouais. Fait qu'on pousse la machine, puis quand je dis intolérant, c'est que des fois, j'ai manqué de patience dans ma carrière. J'ai poussé les athlètes à se dépasser, puis je pense qu'on Est-ce que tu en as fait souffrir quelques-uns, finalement? Comment je pourrais dire ça? Tu vois, ouais. je trouve pas d'autres mots. Ouais, Mais en même temps, oui, vous êtes mais restés oui, amis. mais oui, parce qu'on souffre dans l'excellence physiquement. Ça, c'est non négociable. Tu sais, t'as beau avoir la meilleure planification annuelle, mais un athlète, il veut performer, fait qu'il veut avoir tous ses membres en parfaite santé. Puis ça marche pas comme ça. À un moment donné, tu as une blessure qui peut être une blessure de surentraînement. Ça peut se planifier. Bon. Mais il y a des blessures traumatiques. On parlait tantôt du ballon, un ballon qui t'arrive d'en face, un doigt cassé. C'est anodin, tu casses le petit doigt, mais tu joues plus, là. Tu sais. Puis si c'est avant le championnat canadien, tu joues pas le championnat canadien. Moi, j'ai vu des athlètes qui ont pas pu faire le championnat national ou un championnat provincial à cause d'une blessure complètement stupide, des fois, tu sais, ou des fois des blessures de match, là, de compétition, des fois des blessures d'usure qu'on réussit pas à régler. Mais psychologiquement aussi, tu sais, le joueur qui perd sa position comme partant, comme titulaire, tu sais, un joueur qui est en fin de carrière mais qui se fait dépasser par un plus jeune, l'athlète qui ne sait pas s'il va être éligible parce qu'il ne réussit pas ses cours, parce qu'il doit réussir un minimum de cours pour réussir. Donc, il y a cette pression-là d'éligibilité. Les équipes qui perdent des championnats, je me souviens, écoute, j'en pleurerai encore, mais en 2000, puis les athlètes vont s'en souvenir, il y avait beaucoup d'attentes parce que l'année d'avant, on a fait la finale, puis on avait le même groupe. Le championnat était chez nous, au PEPS, puis on s'est fait sortir en première ronde. 2000 spectateurs pour la troisième et dernière chance avant longtemps de voir le Rouge et Or gagner le titre canadien à la maison. L'an dernier, ils avaient amèrement déçu, perdant contre les négligés du tournoi dès le premier match. Un an s'est écoulé depuis. Un an à se préparer pour ce match, à oublier et à rebâtir la confiance. Tu sais, pour des jeunes, c'est pas des vedettes qui gagnent des millions, là. Tu sais, plusieurs de ces athlètes-là, le mercredi, étaient peut-être en train de faire un examen de physique ou un examen de chimie, là. Tu sais. Puis là, ils sont devant leurs amis, leurs parents, puis ben, ils réussissent pas. Ils se font sortir, c'est le sport, tu sais. Alors ça, c'est dur, tu sais. Puis après ça, ben, il faut que tu récupères ça. Alors, je me souviens que ce groupe-là, puis ils vont se souvenir, là, les Éric Le Breton, Gabriel Giguère, Bruno Pelletier, David Damour, ces gars-là, l'année suivante, le championnat était encore chez nous. Et je me souviens de leur avoir dit en début d'année, oubliez pas que le jour J, quand on va jouer en première ronde, les spectateurs qui vont venir vous encourager vont aussi se souvenir que vous avez échoué l'année d'avant. Ils vont aussi venir comme des spectateurs curieux. Est-ce qu'ils vont réussir cette année? Et cette pression-là, je l'ai mis, je l'ai imposée, mais moi, c'était ma croyance. Moi, je croyais que mon équipe devait être préparée à vivre cette pression-là. Et honnêtement, je me souviendrai toujours.
avant de faire la finale nationale, parce qu'on s'est rendu jusqu'en finale nationale l'année suivante. Donc, on a réussi le pari. Avant de rentrer pour l'échauffement, euh, j'avais retenu les joueurs dans la salle de physio le plus longtemps possible. Mhm. Parce que je savais que ça allait être une émotion insupportable dans le sens positif, là, mais que les 4000 personnes allaient hurler dans un amphithéâtre quand on tient 3000 et que ça allait drainer beaucoup, beaucoup d'énergie, un peu comme des Beatles là, qui arrivent pour un show rock, tu sais. Alors, j'avais retenu les joueurs le plus longtemps possible pour pas qu'on aille vider cette énergie-là. Puis effectivement, quand on est rentré dans le stade, on pensait que ça allait exploser, tu sais. Alors quand on a refait de la finale en 2013, on avait mieux géré parce qu'on savait à quoi s'attendre et puis on a gagné en 2013. Là. Mais pour en revenir à ta question de faire souffrir, oui, oui, c'est sûr. Je pense que j'ai fait de la peine. Tu sais, quand on coupe un athlète, on fait de la peine à un athlète. Tu sais. Et quand on est manager, enfin en bon français, n'est-ce pas? On fait pas plaisir tout le temps dans nos Faut faire décisions plaisir à tout le monde. et on est imputable des décisions qu'on doit prendre. Mm. Tu comprends-tu? Puis Mm. ça, j'ai pas eu peur de prendre des décisions dans ma carrière. C'est parce que je pense qu'un un grand manager, un grand gérant, un grand directeur, ben ça fait partie de la job. C'est toi qui as la responsabilité de la prendre la décision. Il faut assumer et puis assumer peut-être aussi à un moment donné, en face, tu te dis, ben, ils vont plus m'aimer, quoi. Est-ce que Et ça, c'est dur. Mais ça, ça, c'est c'est peut-être une épouvantable. question de Ah non. femme, hein? Non? Mais comme moi, ça pour moi, ben, c'est ma fragilité. Puis mes athlètes Ouais. m'ont vu pleurer souvent. Tu sais, Ouais. moi, j'étais un pleurnichard pas mal. Tu sais, moi, je me suis pas caché pour Je me pleurer. rappelle, même quand tu étais tout petit. Ouais, c'est ça. Mais c'est ma grande sensibilité, je pense. Et puis oui, quand j'étais en conflit avec des athlètes, et ça, j'avais de la difficulté à gérer. Ça a été des. Mais bon, tu sais, je me souviens des athlètes pleins, là, il y en a plein, là, tu sais, que tu décides de mettre sur le banc de touche pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que tu veux les faire réagir aussi. Des fois, il y a de la stratégie, parce que tu sais qu'ils sont capables de t'en donner plus. Puis tu veux qu'ils aillent puiser dans le fond d'eux en disant, écoute, c'est pas vrai qu'il va me laisser sur le banc toute l'année, là, puis je vais y en donner plus, tu sais. Et puis ça marche, plus souvent qu'autrement, là, tu sais. Ouais. Une question un peu personnelle, j'ai 2 questions personnelles à suivre. Une question, ouais, personnelle. Hem, le volleyball, c'est ta vie. Est-ce que tu Mhm. as eu le sentiment qu'à un moment donné, toi, tu dis toi-même que tu as vécu ça de manière intense, passionnée, totale. Ouais. Est-ce que ça veut dire que, ça t'a empêché d'avoir une vie privée, aussi intense? Est-ce que tu as tout donné Ouais. pour ce sport et Tout. que Ah oui. Ouais. sans Bon, c'est regret? sûr que. Oh non, non, j'ai pas beaucoup de regrets. J'ai Mmh, par contre j'ai pas des regrets. J'ai par contre un regard mmh, sur mes années où j'aurais pu faire mieux. C'est sûr que j'aurais pu faire mieux à bien des égards, dans des situations où j'ai pas bien géré. J'aurais pu être un meilleur coach sur le plan strictement technique, tactique, là. Tu sais, des fois où j'ai pas fait des bons moves. J'aurais pu être un meilleur coach sur le plan humain, où il y a des athlètes que, effectivement, à qui j'ai fait de la peine, que j'ai brusqué, puis que j'aurais pu faire mieux, tu vois. mmh. Mais, par contre, j'ai toujours été intègre, j'ai toujours été, bon, tu sais, j'aime beaucoup la vérité, juste la vérité, je le jure, mais moi, je pense que oui, j'ai été beaucoup dans la vérité. Je l'ai pas toujours été. D'ailleurs, sur le plan humain, tu sais, quand j'ai décidé de faire ma sortie de placard, tu sais, dans les années 97-18, ben, toutes les, avant ça, oui, j'ai des regrets. Avant 98, j'ai des regrets. Parce que j'ai pas été le vrai Pascal Clément. Je me suis pas fait de chum. J'ai pas vécu une vie amoureuse, épanouie, physiquement, sexuellement, limite, comme n'importe qui vit ça, là, tu sais. Je me le suis refusé, puis je me le suis refusé à cause du volleyball. Ah oui, c'était pas à Ah cause oui. de la pression de la société? Non, parce que moi, ma société, c'était le volleyball. Tu Ouais, c comprends-tu? mmh, Mes amis, c'était le volleyball. Mes mmh, voyages, c'était le volleyball. Mon développement professionnel, mon salaire, mon épanouissement, il se faisait aussi à travers le volleyball, tu sais.
Puis effectivement, j'avais peur de perdre ça. Bah, tu avais peur que, par exemple, les parents te reprochent ton homosexualité, de peur, que tu approches trop près leurs, enfants. Est-ce que Ah, c'est ça ah la oui, pour ah oui, parler, clairement? absolument. Moi, je me souviens un athlète que j'ai recruté, avec qui je suis en très, très bonne relation, qui est un très bon ami encore, qui est un professionnel maintenant. Je me souviens que ses parents, il me l'avait partagé après parce qu'il était venu avec moi pour donner une conférence comme témoin de la lutte à l'homophobie. Mmh. Et puis je l'avais invité, puis il avait témoigné quelque chose justement aux jeunes que je ne savais pas, mais que ses parents avaient semé un peu le doute en disant ouais, mais tu sais, Pascal, tu sais, son orientation, ça te fait pas peur, le fait qu'il coach des gars, tout ça, là, tu sais. Puis je me souviens, la tête avait dit, ben voyons, si je vais jouer pour l'Université Laval, c'est parce que Pascal, c'est le meilleur coach, là. Ah, c'est Tu sais, ça? ça n'a rien à voir. Et puis, je suis devenu bien ami avec leurs parents, là, avec ses parents. Tu sais, j'ai jamais Ouais. eu de problème, là, tu sais. Mais non, c'est vrai qu'avant ça, ça a été pour moi un poids énorme. Mmh. C'est à la suite de ton problème de santé, quand tu étais en Californie, que tu t'es dit, «Je veux pas crever sans dire ma vérité», c'était ça, non? Ouais, ouais, j'étais parti, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est la première fois que je l'ai dit à mes parents. Tu sais, Mmh. j'étais en Californie, justement, chez Marv Dunphy, qui m'avait invité à aller entraîneur dans un de ses camps là-bas à Malibu. Puis je me suis blessé au dos. J'étais blessé au dos. Je me suis blessé au dos dans l'avion. Ça a été l'histoire de ma vie, le dos. Et puis, euh, et puis ben, là-bas, je me suis écroulé dans la rue, plus capable de marcher. J'avais des complications. Et puis j'ai été opéré d'urgence là-bas, en Californie, avec toute la pression de ce que ça coûte, hein. Une opération en Californie, en 94, ça coûte 100 000 US, à peu près, là. Mmh. Mais oui, quand je me souviens, écoute, je m'en souviens, là. Je veux dire, il était 11 heures le soir. On m'avait probablement déjà donné un peu de calmant parce qu'on m'a opéré de nuit. Puis j'étais tout seul dans mon lit. Puis ce qui m'est revenu, c'est moi, là, moi, Pascal Clément, qui je suis. Je me disais, je vais-tu mourir avec ce grand secret, qui est le plus important? Parce que ce qui est le plus important dans la vie, c'est qui tu es. Puis moi, j'avais 30 quelques années. Puis les gens ne savaient pas officiellement qui j'étais vraiment, tu sais. Puis ça teintait qui j'étais, mes sauts d'humeur, ma créativité, ma sensibilité positivement, mais en même temps, mes excès, là, tu sais, mes pétages de coche, comme le dirait très bien Gabriel Giguère, que je vais faire rire, qui était mon passeur pendant quelques années, qui avait dit Pétage encore de un quoi? pétage de Pétage coche. de coche. Ouais, OK. pète ta coche, tu sais, quand tu lèves le ton, tu mets le poing sur la table, puis que, tu sais, je Et sais nous, pas, on dit péter les plombs. péter les plombs, ouais. Ben, c'est Ça, ça, c'est pareil. exactement ça. Ouais, ouais, je les ai pété les plombs à l'occasion. Fait que c'est ça, fait que c'est là que j'ai décidé de sortir du placard auprès de mes parents, de mes proches, de mes amis, de ma famille. Puis après ça, en 97-98, là, je me souviens plus exactement. J'ai fait ma grande sortie dans le vestiaire auprès de mes athlètes. Puis je te dirais ils ont été à partir de ce moment-là extraordinaires. Tu sais, puis je leur en serai toujours reconnaissant. Parce que la grande peur qui m'habitait d'être d'être rejeté, de Mmh. ne plus être capable de recruter, de ne plus être capable d'intervenir, de ne plus être capable d'avoir de l'autorité auprès d'un athlète. Parce que, comme on le dit, j'étais un fif, tu sais, un entraîneur homosexuel, tu sais. Mmh. Jamais, jamais. Il y a pas eu de problème. Tu sais, j'ai vécu après ça des années incroyables. On a remporté des championnats, on a perdu des championnats. Il y a plein d'athlètes qui me sont encore reconnaissants, tu sais. Et ils ont accepté cette identité-là, cette différence. Faut le dire très ouvertement. Moi, là, il m'est arrivé une anecdote il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. OK? Je me souviens, on sortait du Sepsum. On avait un match contre les Carabins de Montréal. Puis j'étais avec trois de mes athlètes. Puis là, eux autres, ils faisaient des jokes, mettons, grivoises. OK? Jokes de cul. Mais hétéro, là. J'étais avec eux autres. Puis c'était drôle, là, tu sais. Donc, je riais. Puis je les ai relancés avec une joke homosexuelle, tu sais, dans le feu de la conversation. Et ils l'ont trouvé bien drôle. Ils ont ri, tu sais. Écoute, il y a une émotion qui est arrivée de 40 ans de ma vie, peut-être, je sais pas, là, Ouais. qui est venue me frapper. Là. Je suis venu les yeux pleins d'eau. Puis là, j'ai dit, les gars, vous pouvez pas savoir le bonheur que vous me donnez. Là, il dit, voyons, Pascal, ça va pas. Tu sais, même là encore, ça vient me chercher.
Parce que ta joke passait juste pour une bonne joke. Ouais, j'étais comme dans la gang. Puis là, je leur avais dit, mais vous pouvez pas comprendre. Mais je veux vous le dire, vous me donnez beaucoup de bonheur aujourd'hui. Parce Tu sais, que- puis je leur disais ça à cause que je venais de dire une joke de cul. Tu sais, c'est-tu... Mais c'était juste... J'étais accepté totalement. comprends Je savais qu'il n'y en tellement. avait pas de broyage. Bon, allez, bon match, oui. Qu'est-ce que tu... Ça je leur en suis énormément reconnaissant. Parce qu'ils m'ont permis, pour une partie de ma carrière, si tu veux, d'être moi-même. Sans avoir peur. Tu sais. Puis ça, c'est drôlement important. Là, tu sais. Bon, ceci dit, j'ai pas trouvé de chum. Parce que je pensais peut-être me trouver un chum après. J'étais assez naïf pour dire, je vais sortir du placard. Maintenant que tout le monde le sait, c'est dans les médias. Tu sais, non, ça n'a pas marché comme ça. Non. Ça marche pas comme ça. Non. Non, par contre, j'ai une question très sérieuse sur ce Ouais. sujet-là. C'est, est-ce que, toi, par exemple, ça t'est arrivé que des jeunes sportifs, que ce soit dans le monde du volleyball ou dans d'autres, sports, t'aient contacté en te disant: «Je n'ose pas parler» ou «Je suis victime», Non. et est-ce que vous pouvez m'aider? Non. Non. Il y a aucun athlète qui a révélé son homosexualité en étant athlète actif dans mes équipes. Mmh. Tu vois? Sauf un, à ma dernière année. Mmh. Puis je me souviens, il me l'a dit, on était dans le rayon des fruits et légumes, on faisait notre épicerie parce qu'on était en tournoi. Puis il m'a dit ça comme ça, tu sais, qu'il y avait un chum. Écoute, je te mens pas, là. C'est une scène à la Woody Allen, peut-être, là, mais j'étais dans le rayon des fruits et légumes et je pleurais. Parce que, puis il disait, mais voyons, Pascal, il n'y a pas de problème, tu sais, moi, les gars le savent, tu sais, puis ça ne dérange pas. Tu sais. Puis moi, je le savais pas. Et puis, ça m'avait tellement ému parce que je me disais, tu peux pas savoir le bonheur que tu te donnes. Tu comprends-tu? Que moi, je me suis toujours refusé. C'était interdit à l'époque. Absolument. Puis ça m'émouvait parce que je me disais, bon, peut-être, je sais pas si j'ai collaboré, peut-être pas pour lui, peut-être pour d'autres, mais je me dis, si j'ai aidé des jeunes à vivre qui ils sont, plus jeunes que moi, ben, je me dis, j'aurais contribué ne serait-ce qu'à ça. T'as pas tout raté. Non, c'est ça, ouais. Bon, on va parler de Baba maintenant. Tu vas pas pleurer. Oh non, je ne vais pas pleurer. Non. Non, surtout que maintenant, j'ai un nouveau baba. J'ai Charlot avec moi. Pas Charlot, donc voilà. Ouais. Non, mais je parle de ça parce que finalement, Baba, c'était presque comme un joueur sur le terrain. Il a été accepté. Ouais. Et c'était assez exceptionnel d'ailleurs, parce que tu portais la parole aussi de l'association Mira, finalement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est arrivé de façon hasardeuse, parce que quand on avait pris Baba, pour ceux qui ne connaissent pas Baba, Baba est un chien Mira. Je voulais avoir un chien, mais tu sais, on est toujours en déplacement comme entraîneur, tu sais, puis je pouvais pas avoir de chien à la maison parce que j'habitais seul. Fait que ma sœur qui travaille dans le milieu canin, je veux dire, comme entraîneur puis en clinique vétérinaire, Nathalie m'avait dit, pourquoi tu n'irais pas te prendre un chien Mira en famille d'accueil? Parce que les familles d'accueil peuvent avoir un chien pendant pas tout à fait 2 ans. Et ils peuvent les apporter partout. Ils ont un foulard rouge identifié. Et comme ils sont en formation pour devenir éventuellement des chiens guides ou des chiens pour des personnes à mobilité réduite, handicapées, tout ça. Puis maintenant, des chiens aussi pour des jeunes, des chiens TED qu'on appelle, là, des enfants qui vivent des situations d'angoisse, de stress important, bon, des enfants autistiques aussi. Bref, je savais que je pouvais l'amener n'importe où, fait que j'ai vécu l'expérience avec Baba, qu'on a traîné partout, en compétition, en entraînement. Et puis, quand il est venu le temps d'évaluation, il a été évalué comme chien guide pendant une semaine. En fait, il avait des petits travers, peut-être à cause de nous, parce que, bon, c'était one of the boys. Hein, il a quand même vécu ses 20 mois avec une équipe de volley avec qui il jouait à la fin des entraînements. Alors, il y avait quelques petits problèmes, puis ils l'ont déclassé. Et puis, moi, j'étais déçu parce qu'on avait vraiment la mission d'en faire un chien guide, qui était quand même une job noble, hein, d'aider un non-voyant ou une personne en fauteuil roulant. Puis là, on avait manqué notre coup. Et puis, comme l'université appuyait la Fondation Mira, on leur avait proposé d'en faire un chien ambassadeur. Puis moi, je savais que, bon, s'il était ambassadeur, ben, en même temps, je pouvais le garder. C'est sûr que je m'étais attaché à Baba, tu sais. Ah oui. Et puis, ils ont accepté. Et en échange, ben,
Nous, on s'est occupé de la collecte de fonds annuelle de la Fondation dans notre pavillon à l'université, au PEPS, toutes les années. Et puis, on le traînait partout. On a fait des collectes de sous dans des autobus, des barrages routiers. On a participé, moi, j'ai travaillé dans des centres d'achat là, où on vend des babioles là, à l'effigie de Mira. Fait que, tu sais, on a en même temps éduqué nos athlètes à faire du bénévolat pour la Fondation Mira. Et puis, moi, j'ai fait une grande marche. Hein. J'étais allé marcher jusqu'en Gaspésie avec mon chien. On a ramassé 6-7 000 $ pour la Fondation. Ça a été une grande aventure humaine, qui a été une aventure presque de zoothérapie dans notre milieu, parce que Baba était libre. Tu sais, à partir de l'âge de 3 ans, là, il était jamais attaché, là. Il se promenait d'un gymnase à l'autre, il allait voir les filles de volley si on s'occupait pas de lui, ou les filles de basket. Il aimait beaucoup les filles de basket, je sais pas pourquoi, mais pour là, parce qu'on pratiquait souvent en même temps. Tu sais, les filles de basket pratiquaient en même temps que l'équipe de volley gars. On partageait le gymnase, et il se promenait dans les bureaux, il allait voir les coordonnateurs. Alors, c'est ça. Ça a été une grande expérience humaine qui a été du bonheur pour tout le monde qui l'ont côtoyé. D'ailleurs, tout le monde a pleuré, tu sais, à sa dernière journée, là. Avant qu'on lui fasse son dernier au revoir. Tout le monde venait au bureau parce qu'on lui a fait une journée hommage, si tu veux, où les gens venaient le voir au bureau, venir lui donner un dernier câlin. Écoute, on a pleuré toute la journée. Par à l'autre bout du monde, sentir le vent et les marées. Voir si la terre est vraiment ronde et qui habite de l'autre côté. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Si jamais la terre est ronde, je reviendrai pour te chercher. Je pars à l'autre bout du monde, toute seule à bord de mon voilier. Je le dis les yeux dans les yeux. Pascal, quelle est la question que je ne t'ai pas posée et les choses que tu n'as pas pu dire parce que je ne t'en ai pas donné l'opportunité? Ben, je sais pas, tu sais, quand Avais-tu je faisais préparé quelque chose? Non, absolument pas. Mais, Qu'est-ce que tu aurais aimé dire? ben, je sais pas, peut-être les grandes joies. Bon, vas-y. Ben, les grandes joies, assurément, d'avoir perduré aussi longtemps et d'avoir côtoyé un si grand nombre d'athlètes qui nous ont permis de nous dépasser, de nous découvrir, de voyager. Écoute, là, je veux dire, moi, dans ma carrière, là, je veux dire, je me suis pas marié, mais je suis allé à Hawaï. Tu comprends-tu? Je suis allé en Italie, en Californie, tous les mots en « i », comme dirait Charlebois, peut-être, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a voyagé beaucoup. On est allé à Cuba, au pays de fidèles, avec mes équipes, tu sais, puis pas nécessairement dans des compétitions officielles, dans le sens des championnats où tu es encadré, mais un peu à l'aventure, on organise tout, on loue les autobus et on se promène à gauche et à droite, tu sais. Alors, pour les athlètes, parce que j'en parle souvent avec eux, c'est des souvenirs incroyables, tu sais, d'avoir été partout, que le volleyball nous a permis de découvrir le monde, tu vois. Bon, de gagner, tu sais, je pense que ça forme des humains qui sont prêts un petit peu plus peut-être à affronter les défis que la société leur donne par la suite. Tu sais, le travail d'équipe et les entreprises recherchent le travail d'équipe, mais il y a une de mes amies qui a été entraîneur France Vigneault, qui a travaillé pour le ministère des Sports, donc qui a côtoyé le milieu, puis elle me disait dans une entrevue... Puis j'ai regardé. Oui, puis je le cite, tu sais, il n'y a rien qui rapproche le travail d'équipe d'une équipe de sport co qui veut remporter un championnat. Tu sais, les entreprises essaient de reproduire ça, mais il n'y a rien qui va coter ça, comme on dit chez nous, là, tu sais. Alors ça, c'est un grand bonheur que j'ai eu de pouvoir participer à cette expérience-là, cette aventure excellente. De les voir maintenant, ça aussi, c'est un bonheur. Tu sais, j'ai pas eu d'enfants, mais maintenant, écoute, il y en a combien qui ont des enfants en plus maintenant? Là? Il y en a plein. Tu sais, moi, à toutes les semaines, je vois des athlètes, et
qui me parlent de leurs enfants. Alors que moi, je les ai coachés, puis il y avait peut-être, bon, les plus vieux, il y avait 16-17 ans quand j'ai commencé à les coacher. Puis maintenant, ils ont des enfants qui ont 3-4 ans, d'autres un peu plus. Il y en a même qui ont 18 ans, 19 ans maintenant. Là, ça, c'est un beau bonheur, moi, de voir que mes athlètes sont devenus des parents géniaux aussi. C'est ma contribution, un peu. Tu es une Ouais. espèce de grand-père, finalement, Ouais, de tous un petit ces peu. enfants-là. Ouais, de Ouais. parrain, de tonton, voilà. Ouais, sûrement. Ouais. Dis-moi, Pascal, je vais parodier Shakespeare. Tu sais, dans la pièce de théâtre, on dit to be or not to be, that is the question. Et moi, je vais Ouais. te dire, parce que tu n'arrêtes pas de me parler de la gagne, hein, tu aimais ça, gagner. Alors aujourd'hui, tu n'es plus coach. Alors, Ouais. to win or not to win, that is the question. Comment tu fais pour vivre aujourd'hui sans gagner, sans la gagne? Sans cette adrénaline, sans cette énergie qu'on peut pas toujours décrire, là, mais Comment tu remplaces ça? c'est pas remplaçable. Pas en plus, attends. Mm. Bon, aujourd'hui, je veux pas me plaindre parce que je suis là pour raconter un peu Oui. l'histoire du Rougeard à travers ma carrière, si tu veux, des 30 dernières années, là. L'après-carrière est difficile. En plus que pour moi, ça a été après, ça a été avant la pandémie, je veux dire plutôt. Mhm. J'ai annoncé mon retrait du coaching dans une grande messe, en passant le flambeau à un très bon ami qui est Gino Brousseau, qui est devenu entraîneur-chef du Rougeard. Et j'étais serein, heureux. C'était la bonne décision. J'ai aucun regret. Mais en même temps, bon, je savais pas qu'on allait se rouler en boule chez nous pendant 4 mois après, là. Alors le retrait était violent, là, a été difficile. Ça a été très difficile. J'en suis pas remis encore. Je pense que petit à petit, jour après jour, tranquillement, cette présence-là quotidienne de mes équipes, de mes joueurs, des entraîneurs avec qui j'ai travaillé, elle s'estompe tranquillement, vraiment tranquillement. J'aimerais que ça s'estompe un petit peu plus vite. Moi, déjà, je vais te donner un conseil. Je trouve que tu es un remarquable photographe. Que déjà, là, il y a quelque chose à faire. Peut-être publier un bouquin aussi, pourquoi pas, raconter des choses. Tu sais, je vais te donner un conseil aussi en direct. Moi, j'ai fait le métier de travailler à la radio et à la télévision. Dieu sait que c'était aussi très engageant, très passionnant. Après, j'ai fait des journaux qui étaient à 22h30 le soir, donc je rentrais chez moi à 1h du matin. Toujours une vie un petit peu décalée, avec quand même un mari ou un compagnon et des enfants, tout ça à faire en même temps. Les femmes, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour les hommes. Ouais. N'est-ce pas? Ça a l'air. Girl power! Ouais, c'est ça. Et puis, on me disait toujours, mais quand tu vas être à la retraite, tu vas mourir, tu vas t'ennuyer. Et pas du tout. Moi, j'ai mis la même énergie, la même passion dans autre chose. Alors déjà, dans des associations où je donne beaucoup de mon temps, bénévolement, je dis toujours en rigolant, je fais autant de choses qu'avant, sauf que maintenant, je suis plus payée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est ça. Mais avec beaucoup de passion, je me suis lancée moi dans la vie politique, comme tu le sais, je suis maire adjointe, culture, animation, donc je travaille tous les jours pour monter des événements. Et quand on est quelqu'un comme toi, toute cette énergie, toute cette passion, il faut pas la laisser s'éteindre. Et il faut surtout pas en être triste. C'est demain, c'est le premier jour du reste de ta vie. Tu sais, il y a une chanson qui Ouais, dit ça. absolument, ouais. Hein? Et c'est ça, c'est le premier jour du reste de ta vie. Tu as tout plein de choses à faire. Là. C'était une petite psychothérapie en direct. Ouais, c'est ça. Hein? Est-ce que tu es optimiste pour le Rouge et Or avec ton ami Gino, ce qui est assez rare, Ouais. hein, cette passation de pouvoir comme ça. Évidemment, tu vas pas dire non que tu es pessimiste, mais est-ce que Gino, il a pour mission de faire encore plus et mieux? Quel est son challenge finalement? Ouais. Ben, c'est sûr que son challenge est devenu un challenge qu'il n'avait pas attendu non plus et qu'il n'avait pas anticipé parce qu'au début,
bon, c'était peut-être le challenge de dire de prendre les chaussures de Pascal, là, qui était là pendant 28 ans. Grandes Alors que, chaussures. hein? Ouais, des Des grandes grandes chaussures. chaussures. Ouais, ouais. Mais lui, c'est un grand aussi, hein, c'est un Olympien. Alors, je Ah, pense que d'accord. ça me faisait pas trop de soucis. Mais là, en ce moment, son challenge est beaucoup plus grand que Pascal Clément. C'est de reprendre le haut niveau, l'encadrement d'athlètes, l'excellence, dans, après une guerre, tu sais, Après après le 1 an COVID, et là. demi de guerre. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un autre challenge auquel personne n'était préparé. Et puis, je pense qu'il a les reins solides. Je pense qu'il a un beau groupe d'athlètes. Honnêtement, quand je regarde l'équipe qu'il a montée, là, qui va reprendre les activités, on le souhaite, en tout cas au mois de septembre, avec le recrutement qu'il a fait, je pense qu'il y a une super belle équipe. Une belle équipe qui peut bien faire sur le plan des performances, et puis qui va être belle à voir jouer aussi. Il y a des bons joueurs. Tu sais. Alors, j'ai très hâte d'être spectateur, puis de regarder le Rouge et Or jouer. Et de ramener les athlètes au top niveau. Mais cela dit, c'est la même chose pour toutes les Pour tout le équipes. monde, absolument. Donc, Alors, il y en ça a qui... remet les choses au Oui, même niveau, finalement. mais c'est là où le défi est d'autant C'est plus là, c'est génial. intéressant. Bah oui. Qui va réussir de façon créative le mieux à ramener les troupes derrière un objectif commun et de faire mieux, finalement, pour gagner. Tu sais. Alors ça, j'ai bien hâte de voir. Mais je pense que Gino, qui nous a impressionné toute sa carrière comme athlète, qui a été un collègue que je ne peux qu'être reconnaissant pour toutes les années qu'il a travaillé avec moi, ça a été un co-entraîneur, ben, je pense qu'il a toutes les ressources pour réussir, hein, tu sais, c'est sûr. Là. Il n'y a personne qui en doute. Ouais. Mais le souhait que je ferais, là, peut-être, là, tu sais, c'est que les jeunes prennent ce beau risque de s'investir. Tu comprends-tu? Parce que après cette période d'inactivité, le défi de s'investir dans l'excellence est d'autant plus difficile, je pense, parce qu'on a perdu l'habitude. Tu sais, on n'est plus dans cette routine-là. Hein. Puis moi, je leur souhaite de prendre ce beau risque-là, de suivre l'équipe féminine, l'équipe masculine, puis bon, je peux l'élargir à l'ensemble du programme Rouge et Or, tu sais, et de prendre ce beau risque de s'investir parce que c'est un investissement qui en vaut le prix, qui vous réserve des surprises, des moments d'émotion, des déceptions, des douleurs parfois, mais dans l'ensemble de l'expérience, qui peut durer 4-5 années pour un athlète universitaire, c'est extraordinaire. C'est, je veux dire, le nombre d'étudiants athlètes que j'ai rencontrés, à qui j'ai parlé dernièrement dans le cadre de ce Laissez-moi vous raconter, et qui ont ces années-là tatouées profond, là, tu sais, de cette expérience humaine d'excellence sportive et qui seraient prêtes à y revenir n'importe quand demain matin si l'âge n'était pas là et si la santé leur permettrait, bien évidemment. Là. Bon, ben écoute, tu as bien raconté. Ouais, on a fait le tour, je pense. Fait que Maggie, je t'embrasse à l'autre bout, dans les Europes, à l'autre bout de l'océan, hein, Voilà. en Normandie. Merci de m'avoir fait vivre ces souvenirs avec toi, de pouvoir les partager avec tout le monde. Et puis, je vais être heureux maintenant de pouvoir le partager sur vidéo prochainement. Merci à toi. Au plaisir de t'avoir bientôt. Et au revoir à tout le monde. Bonjour le Québec. Bonjour. Ciao.